Il est peut-être un peu tard, mais je tiens quand même à vous souhaiter une bonne et heureuse année. Étant président du conseil d'administration de la télévision communautaire, je fais un souhait spécial. Pendant l'année 1971, que la communauté de notre secteur se rapproche le plus possible de la véritable communauté sociale. Que les hommes qui composent notre communauté trouvent les moyens et l'encouragement nécessaires pour atteindre leur plein épanouissement. J'espère que la télévision communautaire fera partie de ces moyens. Essayons aujourd'hui de réfléchir ensemble sur ce que peut être une communauté et ce qu'elle permet aux individus qui la composent. Une communauté est pour nous une petite société où la vie idéale rêvée par tous ceux qui en font partie est favorisée dans toute la mesure du possible. En d'autres mots, c'est là où vivent des gens qui ont des préoccupations et des aspirations communes. C'est également là où ces gens se permettent ensemble un plein épanouissement. Comme vous et moi, vous avez pris format 60 du 5 janvier, où on laisse voir que ce n'est pas tout le monde qui est d'accord avec la télévision communautaire. Il faudrait peut-être se dire qu'en soi, la télévision, c'est rien, ou simplement un appareil qui fonctionne à l'électricité. Mais ce qui est beaucoup plus, c'est le terme communautaire, parce que chez nous, c'est un terme qui fait un peu peur. Il fait peur parce que la véritable communauté est toujours en construction. Et pour la bâtir, ses habitants doivent avoir le désir et la volonté de travailler ensemble à la solution de leurs problèmes communs. Ils doivent tirer parti des ressources potentielles qui existent dans la communauté. Ils doivent aussi apprendre ensemble à utiliser ces ressources à leur plus grand avantage. Les gens qui n'ont pas ces désirs et cette volonté ne peuvent pas être favorables à la télévision communautaire. Bien sûr, l'esprit communautaire n'est pas une chose qui nous vient par hasard, mais c'est plutôt une collaboration entre personnes de même disposition qui sont résolues à mener une vie sociale heureuse. Nous parlons souvent de participation et de collaboration. Pourrions peut-être nous poser des questions ensemble. Quelle a été la mienne, ma participation? Qu'est-ce que j'ai fait, moi, à la télévision communautaire? Puisque cette dernière fonctionne avec la participation des membres de la communauté, c'est grâce à une équipe de Girardville que vous pourrez voir une émission sur les affaires municipales. Plus précisément, il s'agit d'une table ronde sur le regroupement municipal. Cette table ronde a eu lieu après avoir entendu la conférence du ministre Tessier, ministre des Affaires municipales. Suivi de la conférence du ministre, il parle de 3 lois cadres. D'abord, une sur les communautés municipales, une deuxième sur l'évaluation municipale, puis une troisième sur l'urbanisme, qui en fait, les deux autres se rattachent aussi aux municipalités, mais ce sont 3 lois cadres différentes, là, si j'ai bien compris, en tout cas. Je sais pas, un peu plutôt des exemples de services qu'il veut présenter. C'est-à-dire que le service qui est présenté en évaluation municipale, il dit c'est toujours en rapport avec la loi cadre qui sera déposée sur l'évaluation municipale. Parce qu'il m'a paru bien mettre ça au même titre dans ces exemples. L'aménagement, les loisirs, la promotion économique, l'évaluation uniformisée dont vous parlez tantôt, traitement par l'ordinateur, office municipal d'habitation, loi cadre d'urbanisme, combat contre la pollution. Ça m'a paru ça, d'être tout sur le même pied dans ces exemples de services échangeables entre les municipalités. Seulement que la municipalité, une ou deux municipalités qui ne voudront pas suivre les autres, ils seront obligés d'embarquer malgré eux autres, avec les autres. À mon avis, il a voulu... Oui, au lieu de dire, faites ce que vous voudrez, on va vous poigner pareil, il dit, on vous laisse toutes les latitudes voulues pour vous regrouper. Mais,
À partir de ce moment-là, si vous ne voulez pas, ben on vous pognera. C'est ça qu'il a dit. En fait. Ben, ils vont dépouiller automatiquement les municipalités, les petites municipalités. Ben, dépouiller, il ne faut quand même pas mettre ça trop au tragique non plus. Il faut quand même penser qu'il y a du bon puis il y a du moins bon pour certains, c'est sûr. Ce que j'aurais aimé, c'est qu'il y aurait un entrée le moins bon, le pas bon. Là, il nous a montré juste le bon. C'est toujours le bobo, ça. Il présente les avantages, un beau paquet d'avantages, mais les désavantages n'arrivent jamais. Ils arrivent quand on est embarqué dans le bateau. Quand même, je suis souvent laissé dire que c'était déjà difficile à l'intérieur d'une paroisse d'obtenir l'assentiment de tout le monde, d'obtenir l'opinion de tout le monde. Il faudra, j'imagine, que la personne en question, faudrait qu'elle soit drôlement représentative pour être sûr d'amener là l'opinion de tout le monde. Si vous avez de la difficulté à la recueillir pour les intérêts qui vous touchent directement, rendu là-bas, je ne sais pas à ce moment-là si ça ne devient pas tellement impersonnel que les gens se disent bien. Il ne faut pas non plus se faire de peur avec ça. C'est que la plus grosse participation de la population, c'est la journée de la votation. Ensuite, on dit, on t'a élu, bonjour. Organise-toi de la démocratie, c'est juste la journée de l'élection. C'est ça. Ensuite de ça, on laisse faire. Le conseil municipal, c'est rien que pour rire. Franchement, quel intérêt quel intérêt qu'on a? Au moins, quel intérêt qu'on manifeste. Oui, qu'on manifeste. Moi, vous allez peut-être me trouver drôle, mais moi, je suis pour ça, le regroupement. Parce que je trouve que les gens s'intéressent assez peu à le petit gouvernement de paroisse qui mérite de le perdre. Puis, de perdre certains petits avantages. La réparation immédiate des petits chaos puis tout ça, des petits troubles d'aqueduc. Puis à mon idée, le conseil municipal a assez peu de pouvoir exécutif, là. Il n'est qu'un commissionnaire, comme ceux qui dirigent la commission scolaire, au fond. Le tout vient d'en haut, puis ceci, c'est mon idée. Et ceci est le fruit des gens qui ont préféré se chauffer les pieds, plutôt que de s'occuper de leur affaire. J'aurais quelque chose à dire là-dessus parce que vous dites les gens... Oui, la participation est presque nulle. La participation est peut-être nulle, disons, mais il y a certains facteurs où on peut dire que beaucoup de gens ne peuvent pas assister aux assemblées pour des raisons majeures. C'est au courant, pareil, même si on n'assiste pas à l'Assemblée, on s'informe ce qui se passe, on sait ce qui se passe, c'est près de nous autres. Lorsque des votations qu'on place un maire et des conseillers, on dit de notre idée, notre opinion est là. Mettons qu'on n'est pas aux assemblées, lorsqu'on trouve que le paroisse est à notre goût, qu'on fait à lui dire que les affaires vont très bien, on a que ça à lui dire. Quand on a des problèmes à régler, vous savez qui se règle les problèmes. Quand les problèmes vont mal, et quand il n'y a pas des problèmes, on n'a pas voté. Il y a des fois qu'il y a des conseillers à élire, puis ils sont prêts à la dernière minute pour courir, pour réussir à trouver quelqu'un pour les proposer. Est-ce que c'est s'occuper de son affaire, ça? Moi, je trouve ça drôlement. Puis ils n'ont pas à part de ça. C'est difficile pour des gens de diriger quand ils n'ont jamais personne pour savoir quelles sont leurs idées. Ils sont obligés de décider pour la population. Les gens ne sont pas là. C'est difficile d'administrer à ce moment-là. Puis les gens, oui, mais non. Moi, je dirais pas ça, parce que quand quelqu'un prend une charge, c'est sûr qu'il fait son possible. Mais à fin de compte, c'est bien qu'une personne, il fait son possible, mais ça ne veut pas dire qu'il est capable d'aller au goût de chacun. Puis quand même que ça ne s'améliorera pas. Les gens qui sont fatigués le soir, qui ne viennent pas à cause qu'ils sont au moulin, ben, ils vont être fatigués à la même chose comment ce sera en communauté urbaine. Est-ce que vous pensez qu'en étant occupé, que là, dans les heures, on va voir plus notre marge dans les sites, puis qu'ils vont administrer mieux? Ils verront peut-être pas plus, mais au fond, je trouve que les gens les gens qui dirigent sont assez peu supportés qu'ils ont de la difficulté quand même. Il y a peut-être un peu d'animation à faire avec ça, parce que on dira ce qu'on voudra. À la commission scolaire, comme vous dites tantôt, quand il y a eu des vrais problèmes puis que les gens ont été avertis, ils sont rendus. On est à Normandin, on a eu des 50, 75, 100 personnes, 150 personnes. Mais là, quand on va être des affaires, mais quand c'est rien qu'une affaire d'administration, lire des chiffres, il va falloir quand même que c'est qu'on aurait 1000 personnes, les gens ne sont pas intéressés tellement. C'est le fait. Quand il y a un problème majeur à régler, moi je dis que la population est avertie, la population en général est avertie, puis il y a du monde aux assemblées. Quand il y a un problème majeur à régler. Quand c'est des histoires, comme vous dites, de lire des chiffres à moitié du temps, ça ne peut pas blesser personne, mais c'est lu à belle vitesse, puis on ne comprend rien de ce qui se dit en avant.
Ça a déjà été demandé. Ça prend puis, quasiment une chose que vous ayez là, puis un qui les a dans le lit, que soyez intelligent autant que vous voudrez. Des fois, dans un budget aussi, ça, vous ne pouvez pas tout passer ce que c'est qu'il y a. Si aujourd'hui, ça doit être le veilleur, ça allait que le veilleur conseil, c'est toujours le conseil du lendemain, dans le garage, dans les restaurants, où il y a toujours un petit conseil qui se fait après le conseil qui s'est fait le soir, le lendemain. Moi, je me demande si on ne vient pas de mettre 6 hommes en chômage absolument pour rien, là. Parce qu'il n'est pas question d'enlever le conseil municipal non plus, tant qu'il n'y a pas fusion. Pensez-vous qu'il ne perdra pas de ses pouvoirs? Oui, d'accord, mais... Il y aurait bien moins de siéger quand ça sera une Oui, mais disons que là, il n'est pas question de l'enlever. Il est question d'en nommer un conseil supérieur. Et puis, à 25 municipalités et plus, on aura même un comité exécutif. On fera nos petits Montréal. C'est comme ça marche. Et là-dessus, justement, je voulais poser la question tout à l'heure, madame, quand vous prononcez en faveur, d'une façon, parlez-vous de communauté ou de fusion? Parlez-vous de communauté municipale ou de fusion municipale? D'abord, moi, mon idée, ça sera communauté, ce ne sera pas fusion. Parce que d'après ce que M. Tessier a dit, c'est la communauté, ça comprendrait, moi ce que j'ai compris, c'est la régionale Louismont. Ce serait ça, la communauté. Mais est-ce que ça éliminerait, d'après vous, les conseils municipaux existants dans les paroisses actuellement? Oh, ben moi, à mon idée, là, pour commencer, ils font à croire que ça les éliminera pas, mais automatiquement, ça va les éliminer. Certainement, d'ici quelques années. Pourquoi siéger ici? Là, on dit à ce temps-là, mais là, on parle de tout. Justement. Là, on va tout parler. Parce que si elle avait voulu laisser ça, Il nous restera seulement qu'à payer, comme la commission Pour moi, s'il scolaire. avait voulu laisser les conseils dans toutes les paroisses, il n'y a rien à continuer avec le conseil de comté. C'est une réunion, ça aussi, de toutes les choses. Les maires se réunissent, puis ils complètent ensemble, ils parlent de leur municipalité. Mais je me demande que c'est de doubler une chose pour leur doubler sur l'autre sein. Je ne veux pas un gars de Saint-Félicien ou de Roberval, Normandin, qui va se discuter le cas de Gironville. Je ne sais pas quelle puissance il peut avoir, qui peut connaître à Gironville, s'il y a quelque chose à voûter à paroisse ici. À moins d'avoir des fonctionnaires qui seront... C'est intérêt qu'ils peuvent avoir ça. Là, d'après le ministre, on peut toujours regarder le statu quo, voir ce qui peut se passer. Il n'oblige pas. C'est pas comme... il prétendait que les commissions scolaires, qu'il allait les obliger. Regroupez-vous, vous allez vous regrouper de force, mais ils n'ont pas obligé. Puis là, d'après le ministre, des municipalités comme les nôtres pourraient garder le statu quo en attendant de voir ce qui va se passer, puisque c'est que, d'abord, avec la représentation qu'on va avoir là, une personne par municipalité, c'est pas tellement... On peut pas être pire que ça. Je me demande s'il n'y aurait pas pu aussi prendre autrement, par exemple, dans la question prenons par exemple des corps de police. Je ne sais pas s'il n'y aurait pas pu essayer, avant de regrouper comme ça, d'essayer même un petit regroupement des corps de police municipaux d'un secteur donné. Aussi des loisirs. Je parle loisirs, vous saviez que j'allais en venir. Je ne sais pas s'il n'y aurait pas eu moyen de planifier ça du côté sectoriel, en tout cas, mais sans avoir besoin d'une loi cadre pour planifier ça un petit peu. On aurait peut-être vu là, la collaboration entre les paroisses comme ça. Ensuite de ça, on parle de parc industriel. Là, je pense bien que parc industriel, on se fait une idée un petit peu là-dessus, qui, pour nous autres, en tout cas, c'est pas mal réglé, la question du parc industriel. Ensuite de ça, l'Office municipal de l'habitation, on verra ce que ça vaudra, ça. C'est peut-être encore taillé pour les grands centres. Les plus grands centres. Fait que je pense qu'il y a quelques points là-dedans là, qu'on aurait pu tenter une approche, là. Mais c'est extrêmement difficile parce que du côté loisir, on en a tenté une approche, puis ça s'est éloigné, ça n'a pas pris de temps. Quand tu arrives pour savoir où tu vas planter l'aréna, là, tu n'as rien qu'une place pour la planter, c'est chez nous. Puis la piscine, il n'y a rien qu'une place à aller, c'est encore chez nous. C'est tout le temps chez nous. Ça fait que... Ces choses-là, où tu veux un aréna, il me parle d'un aréna. Si tu veux qu'elle soit, l'aréna, ça va être comme toute autre chose. Il va falloir aller à 15-20 000 ou 25 000. Ils vont en mettre sur la route régionale, peut-être. Elle va aller à 15 000. Oui, moi, je voudrais avoir un éclaircissement au sujet de ce que M. le ministre a dit. Il a dit qu'il y avait... que la loi cadre disait que ça allait uniformiser l'évaluation municipale.
Maintenant, il dit qu'il va y avoir un évaluateur pour chaque municipalité. Non. Chaque communauté. Pour chaque communauté. Ah bon? Faut que l'évaluation Soit une. Parce qu'une municipalité a de misère, ça coûte cher pour avoir un évaluateur professionnel, tandis que s'il y en a plusieurs, ben, ils peuvent l'avoir. Puis ça sera une nouvelle. Vous faites une évaluation, puis tous les ans, je pense, ils font la révision. Au bout de 3 ans, ils en refont encore une autre. Hein. Ça coûte, les petites paroisses comme Saint-Amand, je pense, ça lui coûter 4 500 pièces, puis ça lui coûte 5 ou 600 pièces par année. Mais si on est 25 000 D'autres sites, de c'est ça. population, ça va coûter le même prix que faire évaluer 1000 ou 25 000, ça va revenir toujours la même chose. Il va évaluer à l'année. Hein? Le gars va passer, il va évaluer à l'année. On est 25 000. Ah oui, ça va revenir au bord à l'autre. Ça va revenir au manière ou de l'autre. Ça va être un gars placé pour sa vie. Là, c'est ça qui est écœurant aussi. Vous prenez des services des grandes municipalités, bon, des villes, quelque chose comme ça. Les autres, ils ont besoin en masse du service. Puis les petites municipalités vont en avoir besoin de moins, les autres. Ils vont payer la même chose pour les autres. C'est là que le per capita va s'établir. On va payer pour des services que nous autres, on n'aura jamais besoin. Il y a quelque chose d'agaçant dans ça. Si les municipalités jusqu'ici n'ont pas fait d'échange de services sans avoir besoin de loi cadre, est-ce que c'était parce que c'était pas possible? Puis deuxièmement, si c'était possible et que ça s'est pas fait, est-ce que c'était sur le point de se faire? Ou bien si c'était pas nécessaire qu'il y ait eu une loi cadre là, pour mousser la chose? Il y a quand même... C'est les distances. C'est les distances. Pas d'autre chose que ça. Dans une grande ville où il y a du monde, là, puis qu'il y a différentes petites municipalités d'organiser ça, les unir ensemble, là, c'est un espèce de bon sens pour avoir quand ces villes-là ont besoin du même service. Mais comme nous autres, dans les petites paroisses, là, quand tu vois de faire 20 000 ou 15 000 pour donner un service, là, c'est plus un service, tu dois te payer pour le service. Dans tous ces services-là, les gens vont être syndiqués. C'est du millage, tandis que là, vous autres, vous pouvez vous organiser, vous avez un gars qui fait la police, qui fait toutes ces choses-là, puis il n'est pas trop coûteux. Il n'a pas le temps de se promener, il fait son ouvrage, puis c'est bien des choses de même. La police, c'est encore une autre chose. Il y aurait peut-être les pompes incendies. C'est normal qu'il y ait du doute. C'est normal qu'on se questionne. Si à un moment donné, tous les gens jettent à corps perdu là-dedans en disant « Ah, bien là, il va en avoir des avantages. » Si on pense au petit gâteau qui peut être offert comme prime d'encouragement, si vous voulez, là. On peut prendre ça de bien des façons. Justement, parmi les doutes qui sont là et qui existent, parce qu'il faut qu'ils soient... C'est envers ça que la lumière va se faire. Il n'y aura pas toujours du négatif. À un moment donné, on trouvera... S'il y a du positif, les gens sont assez intelligents pour s'en rendre compte. Il y aura des études à faire. Et parmi les doutes, il y a quelqu'un qui a mentionné à un moment donné la possibilité que le 2 $ ou le 4 $ dont on nous fait cadeau, c'est un peu pour t'approcher, pour t'en reprendre 5 ou t'en reprendre 10. Hein. Ça, c'est quand même des choses qui sont vécues parfois. Alors ça, c'est sur le plan financier. Vous ne pouvez pas parler de municipalité sans parler finance. C'est la base de l'économie. L'économie, c'est quoi? C'est la finance. On a avec le géant, le géant, c'est la finance qui... Ça va-tu marcher? Je suppose toujours la finance. Dans n'importe quelle assemblée, on est obligé de parler de finance. Disons que ça, pour la question de est-ce qu'ils vont venir chercher 7, 8 ou 10 $, c'est facile à comprendre. Si, par exemple, dans la communauté municipale, vous avez un directeur du plan directeur d'urbanisme, si vous avez un directeur des loisirs, si vous avez un promoteur économique, si vous avez un directeur des parcs industriels, puis un directeur de l'évaluation municipale, puis un directeur de ci, puis un directeur de ça, ben écoutez, là, mettez-en des pièces. Si on est logique, c'est supposé être tout fourni par les endroits qui sont riches. Apparemment, il y en a, parce qu'ils ne sont pas plus favorisés que nous autres. Je ne vois pas en quoi ils pourraient venir nous aider. Si les municipalités, les petites municipalités sont sur le bord de perdre la vie, bien, il faut qu'il y en ait quelqu'un pour venir les relever. Alors, je ne vois pas qu'est-ce qu'ils pourraient venir chercher de plus. C'est pour ça qu'à un moment donné, c'est une sorte de roue qui tourne, ça. Je sais pas, c'est une sorte de remous, ça. Pas assez gros, C'est pas le gouvernement, c'est pour simplifier l'administration. Moins il y a de municipalités, moins il y a de problèmes, ces choses-là. C'est partout pareil. Plaçons-nous dans leur optique aussi. Puis c'est plus agréable, certainement, d'avoir affaire à 50 personnes que de n'avoir affaire à 5000.
Voyons, c'est plus facile. La communication se fait plus facilement. Tu peux établir des normes plus facilement aussi. Mais là, ça c'est dans leur optique. Et puis, pour eux autres, ça peut se faire comme ça. Mais est-ce que ça se fera sans eux? Je ne sais pas. Vous êtes convaincu que tout ça ne peut pas nous être présenté comme un outil, un aide pour améliorer notre sort? Vous trouvez que c'est impossible, ça, qu'ils soient préoccupés de ça? Moi, je suis d'avis qu'on attendra d'avoir encore des renseignements du côté du gouvernement avant de trop d'en discuter. On peut avoir des surprises, on peut avoir des avantages aussi. Ils peuvent bien nous sortir quelque chose qui sera avantageux pour nous autres. C'est pour ça que moi, j'ai toujours dit que pour le moment, on n'est pas prêt à se regrouper, ni on veut rester chez nous tranquille en attendant. Ça presse pas. Moi, je suis certain, comme je l'ai dit au début, qu'il y a des avantages. Ça, il y a des avantages certains. Les avantages qu'on va trouver là, on ne peut pas les avoir sans que ça fasse mal en quelque part. Je pense qu'on a essayé de trouver un petit peu où seront les bobos. Parce que peut-être que ça fera un peu moins mal quand ça arrivera, parce que justement, on aura discuté. Et ça fait plus mal à l'autre côté. Ce qui veut dire qu'ils nous donnent. Tout en restant tranquille chez nous, comme vous dites, là, il va quand même falloir continuer d'y penser, puis de prévoir, tu sais. Tu peux pas rester là, tranquille, puis attendre, c'est là que c'est dangereux. Mais ils sont supposés nous donner des renseignements. On a une période de 3 mois là, qui va débuter, je pense, après le dépôt du livre blanc en avril ou mai. Alors là, il y aura même une conférence provinciale municipale. C'est quelque chose de nouveau, comme l'a dit le ministre, pour faire le point final là-dessus. Ben, je pense que là, ça sera nécessaire que la population de chaque municipalité fasse connaître son point de vue à ses dirigeants municipaux, qui, eux autres, pourront, lors de cette conférence provinciale municipale-là, faire connaître le point de vue de la population. Il faut y penser, il faut se mettre dans l'idée que ça va venir. Qu'on l'accepte ou qu'on le subisse, ça viendra. Parce que ça ne peut pas faire autrement non plus. Si tu veux suivre une certaine ligne de pensée qui est normale, il faut absolument que ça se regroupe un peu. L'idéal, ça serait même de transporter tous ces gens-là dans la même agglomération. Alors peut-être que, pour le moment, c'est peut-être le plus de questions qu'on peut se poser. Et il y en a encore, naturellement, à se poser. Mais, on ne peut pas toutes les vider ce soir, c'est entendu. Ça a été énormément intéressant. On n'a peut-être rien réglé, mais on a peut-être préparé le règlement de certaines choses. Ou du moins, on prépare les esprits à ça. Et puis, c'est peut-être une meilleure façon de se renseigner. À son deuxième concert de la saison 70-71, Jeunesse musicale présentait à la population Lise Boucher, pianiste, et Jacques Larocque, saxophoniste. Les caméras du géant ont assisté pour vous à ce concert. Nous espérons que ces quelques moments vous plairont. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, dans le cadre des émissions intitulées Les Affaires culturelles du Canal 4, il nous fait plaisir de présenter à votre connaissance ce soir 2 artistes canadiens. À ma gauche, Lise Boucher, pianiste, et à ma droite, Jacques Larocque, saxophoniste. De passage chez nous à Normandin de par les jeunesses musicales, ils ont bien voulu accepter comme moyen de participer à cet effort humain que beaucoup de gens chez nous ici font dans le secteur avec la télévision communautaire. Ils ont bien voulu dire, j'ai accepté de participer en offrant ici pour tout le secteur quelques pièces musicales. Mais auparavant, j'aimerais bien que, disons, Lise Boucher, vous nous disiez quel est le travail que nécessite, par exemple, disons, une tournée de concert. C'est-à-dire que c'est un travail qui vient de très très loin, mais disons, seulement pour la tournée de concert, il faut travailler les pièces, choisir le programme, d'abord choisir les pièces qu'on veut jouer, ensuite les travailler, ensuite les répéter ensemble, faire plusieurs répétitions, puis ensuite on y colle. Ça c'est assez long, ça peut prendre de 2-3 mois de préparation. Est-ce que vous avez plusieurs tournées faites avec les jeunesses musicales? Oui, c'est ma 3e tournée. J'en ai fait déjà une très très longue. J'ai fait 70 concerts. Est-ce que vous avez, c'est la première fois que vous avez une tournée ensemble, par exemple? Oui, avec Lise Boucher, c'est la première fois que je fais une tournée. Et c'est ma première tournée aussi.
Est-ce que le saxophone, évidemment, tout le monde connaît le piano, c'est un instrument qui est assez répandu, c'est un vieil instrument, mais j'ai l'impression que, ça ne veut pas dire que vous êtes démodé pour tout ça, Non. mais tout de même, il reste que le saxophone, et je pense que c'est un instrument qui est relativement jeune. Est-ce que vous pourriez nous donner un petit aperçu de la naissance du saxophone? Oui, bon, ça a été inventé vers 1840 en Belgique par Adolphe Sax. À ce moment-là, l'instrument a à peu près 130 ans. Ce qui veut dire qu'il y a certains compositeurs comme Bach, Mozart, Beethoven qui n'ont plus écrit pour le saxophone, étant donné que le saxophone n'existait pas à ce moment-là. Maintenant, ça explique aussi que le répertoire est un petit peu limité, puis plutôt... Mais vous parlez de Beethoven et de Bach, mais est-ce que c'est-à-dire que vous n'avez absolument pas de musique de Beethoven ou de Bach de préparer le saxophone, ou si vous avez certaines adaptations ou quelque chose du genre? Oui, c'est possible. Certaines personnes l'ont fait. C'est possible aussi de le faire encore. D'adapter, d'arranger certaines pièces écrites peut-être comme pour la flûte, d'arranger ça au saxophone. C'est possible. Mais tout de même, de quel âge sont les meilleures pièces? Est-ce que ce sont des pièces contemporaines ou modernes ou quoi? Pour le saxophone? Pour le saxophone. Disons qu'il y en a quelques-unes d'un peu partout, peut-être de France ou des États-Unis ou de Belgique, mais ils ne sont pas très vieilles. Ils ont peut-être 20-25 ans à peu près. Pour un jeune artiste, par exemple, qui voudrait suivre vos pas, est-ce que vous auriez des conseils bien extraordinaires à leur souligner? Moi, je crois que le seul conseil qu'on peut donner, c'est de travailler. C'est de travailler. Puis d'aimer ça aussi. Si on aime ça, on travaille. Et quelle pièce que vous voulez offrir, par exemple, disons, à la télévision communautaire? Je crois qu'avec Jacques, on va jouer une sonate de Bach, un mouvement d'une sonate de Bach. C'est une transcription, c'est une sonate de flûte que Jacques a transcrite pour saxophone et piano. Je vais aussi jouer une sonate de Scarlatti, puis ensuite un mouvement de Scaramouche de Darius Milhaud. Ensuite, je crois qu'il va y avoir un prélude de Gershwin, et puis une pièce extraite d'une suite de Paul Maurice qui s'appelle Suite provençale, ou quelque chose comme ça, je crois. Bon, eh bien, évidemment, je me dois de vous remercier au nom de la télévision communautaire de cette participation que vous faites. Ça me fait bien plaisir. Alors, on y va, on va vous écouter. Jean-Sébastien Bach, allegro final de la 5e sonate.
sonate en mi majeur de Domenico Scarlatti. Darius Milhaud, troisième mouvement, Brasileira, mouvement de samba. Georges Gershwin, deuxième prélude.
La Bohémienne, des tableaux de Provence de Paul Maurice. Participaient à cette émission Hélène Barry, Nicole Bergeron, Jacqueline Boivin, Madame Michel Bouchard, Claude Bon, Laval Dallaire, Jean-Paul David, Diane Dion, Roger Lalancette, Martial Larouche, Régent Lavoie, Madame Méridée Lavoie, Réal Simard, Madame Pierre Tremblay, Robert Vigneault,
Maurice Villeneuve, Michel Savignac et moi-même, Claude Ouellette. Nous vous disons au revoir, à la semaine prochaine. Nous espérons que cette émission vous a plu.